Bonjour tout le monde et bienvenue à la réunion du groupe de soutien de Montréal. Je suis Karine Gravel. En fait, je suis gestionnaire régional euh, au Miel Canada, bien entendu, pour tout ce qui est, dans le fond, le côté éducatif aux patients, mais aussi les groupes de soutien et l'implication avec les hôpitaux et tout ça pour tout le Québec et l'Atlantique, pour faire, dans le fond, la sensibilisation du myélome euh, vis-à-vis les patients et les proches aidants, mais aussi les professionnels de la santé. Ce soir, on est avec Estelle Simon, qui est la leader du groupe de soutien de Montréal, qui est présente avec quelques membres du groupe. Bienvenue ce soir. Et nous avons la chance d'accueillir Julien Bourassa-Moreau, qui est de la pharmacie La Rivière et Massicotte, qui a généreusement donné de son temps ce soir, dans le fond, pour nous présenter le rôle du pharmacien en myélome. Bienvenue. Merci. Puis, ben oui, merci. C'est ça, moi, à chaque fois que Miellon Canada me demande si je peux faire une présentation ou quelque chose, je dis toujours oui parce que c'est vraiment un super bel organisme, je trouve. Comme chaque fois que mes patients ont besoin de plus d'informations, puis tout ça, je les réfère au site Internet. Il y a vraiment comme des belles rencontres, de l'information de qualité. Puis, puis je pense que c'est vraiment important que les patients se renseignent, puis qu'ils se réunissent ensemble aussi là, pour partager leur expérience puis tout ça. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous présenter une présentation que j'ai déjà donnée. C'est une présentation que j'ai donnée pour la Fondation québécoise du cancer. Puis le but de cette présentation-là, ben, c'était de présenter un peu les façons, le rôle du pharmacien dans les traitements du cancer. Je pense que le rôle du pharmacien, quand j'en parle à mes amis ou à ma famille ou aux gens autour de moi, c'est un rôle qui n'est pas très, très connu, pas très, très défini à l'extérieur de notre métier, puis, mais qui reste un rôle super important. Alors, je pense que pour les patients qui ont le cancer, puis le myélome en particulier, ça vaut la peine d'en savoir plus là-dessus. Moi, je travaille à la pharmacie La Rivière et Massicotte. C'est une pharmacie d'expertise. Moi, ça fait 9 ans que je travaille là. Et c'est une pharmacie, on n'a pas de comme traitement normal, comme des traitements du diabète ou des traitements d'hypertension. Puis il n'y a pas de section commerciale, là. On est vraiment juste une pharmacie moi, toute la journée, je gère des traitements du cancer pour les patients ou pour des maladies rares. Puis, c'est ça, alors on a un peu un rôle différent puis une vocation différente que les pharmacies de quartier habituelles. C'est Euh, situé où exactement, la pharmacie? c'est situé dans Montréal, pas très loin d'ici, plus au nord sur Pineuf. OK. Puis c'est ça, puis c'est surtout au téléphone, là, comme on livre des médicaments un peu partout au D'accord. Québec, puis tout ça. Puis, c'est ça le but, dans le fond, de la présentation aujourd'hui, c'est de, de voir un peu c'est quoi pour les patients les défis d'avoir à prendre un traitement à la maison, un traitement du cancer à la maison, puis de voir comment est-ce que le pharmacien peut aider là-dedans. Euh, c'est ça, pourquoi est-ce que c'est important? Ben, parce que dans les dernières années, les traitements du cancer se sont vraiment complexifiés. Admettons, dans les 20 dernières années, il y a eu plus que 200 nouveaux traitements du cancer nouvelles molécules, là, euh, puis là-dedans, il y a encore plus de nouveaux traitements en les combinant de façon différente. Quand j'ai regardé, mettons, juste pour le myélome, dans les 10 dernières années, il y avait 13 nouvelles molécules. Puis ça, si on regarde après ça, ce qui est en développement pour la suite, il y en a plus que 2000 nouvelles molécules qui sont en développement. Alors, puis, admettons, si on simplifie un peu, par le passé, les patients, quand il y avait le cancer, ils allaient à l'hôpital pour recevoir la chimiothérapie. Puis, à l'hôpital, ils étaient encadrés par toute l'équipe médicale là-bas. Ils voyaient l'infirmière à chaque fois. Il y avait un pharmacien pas trop loin. Il y avait toujours un médecin, etc. Puis, maintenant, les traitements sont de plus en plus ciblés. Puis, il y a beaucoup de médicaments qu'on peut prendre juste par la bouche, puis qu'on peut prendre à la maison. Alors, les patients, la trajectoire de soins change. Puis la trajectoire de soins vient qu'on finit par être un peu de plus en plus chez nous à la maison, puis pas nécessairement t'es pris en charge de la même façon par l'hôpital.
Puis souvent, le pharmacien, ben, c'est la dernière personne le dernier professionnel de la santé que le patient va voir avant de commencer son traitement. Alors, puis par contre, c'est ça, j'ai fait cette présentation-là pour les traitements du cancer en général, mais ce que je dois dire, c'est qu'en myélome, euh, avec les nouvelles combinaisons de médicaments, on va voir que finalement, ça se donne quand même encore beaucoup à l'hôpital. Euh, alors, si je me mettais, moi, je suis pas un patient, je suis un professionnel de la santé, mais si, admettons, je me mettais à la place d'un patient, puis je me disais, qu'est-ce que je voudrais avoir comme objectif, tu sais, comme qu'est-ce que je voudrais avoir comme genre de service de ma pharmacie? Moi, ce que j'aimerais avoir, tu sais, c'est un service qui est humain, où je suis traité comme une personne. J'aimerais ça avoir un service qui me prend en charge, qui fait que j'ai pas besoin de me battre pour avoir accès à mon médicament, là, que ce soit facile, puis que ce soit simple pour que je puisse me battre contre le cancer, tu sais, finalement, avoir gardé mon énergie pour ça. Puis j'aimerais ça que, tu sais, s'il y a des délais pour toutes sortes de raisons, mais qu'ils soient gardés le plus court possible, puis aussi d'être tenu au courant de tout ça. Puis j'aimerais ça aussi que, que les effets indésirables soient minimisés au maximum pour pouvoir prendre le traitement le mieux possible pour en retirer le maximum de bénéfices, puis être, avoir la meilleure qualité de vie à travers tout ça. Euh, Puis ça, alors là, la première façon que le pharmacien a d'aider à ça, c'est d'abord, c'est tous ces traitements-là. Les traitements du cancer, c'est des traitements qui sont, les nouveaux traitements, c'est des traitements qui sont très, très chers. Pour qu'ils soient remboursés, ces traitements-là, il faut qu'ils soient approuvés pour le remboursement. Puis cette approbation-là, euh, ou bien c'est un médicament qui va être... là, c'est ça, il y a deux catégories de médicaments. Il y a ceux qui vont être administrés à l'hôpital. Alors, admettons, pour le myélome, si on reçoit des injections de, de Velcade ou des injections de différents médicaments comme ça qui sont injectables, on va devoir aller à l'hôpital pour les recevoir, pour se les faire administrer. Puis, dans ces cas-là, au Québec, on a une loi, la loi à propos du formulaire de médicaments, qui dit que les traitements qu'on doit prendre par la bouche, qui vont aller avec, comme, admettons, la lénaludomide ou d'autres traitements comme ça, et il faut qu'ils soient fournis par l'hôpital. Alors, à ce moment-là, si on a, pour beaucoup des traitements du myélome, c'est ça. Puis, on va recevoir un traitement en injection, puis des traitements qu'on va ramener à prendre par la bouche à la maison. Dans ces cas-là, c'est vraiment l'hôpital qui gère le traitement. Euh, alors, vous allez aller là-bas pour aller chercher le médicament, puis il va y avoir des professionnels de la santé, puis toute une équipe médicale qui va vous prendre en charge. Puis ensuite, ben, quand le traitement est pris à la maison, comme quand on prend seulement un traitement qu'on prend par la bouche, qui vient pas avec une injection qu'on doit recevoir à l'hôpital, à ce moment-là, ben, le médicament, il doit être remboursé par l'assurance du patient. Au Québec, on a la RAMQ, qui est l'assurance publique. Un peu plus que la moitié des gens sont là-dessus, qui est une très bonne assurance, là. Souvent pour les traitements du myélome, là, ça couvre beaucoup de choses pour ce qui est des traitements du cancer, c'est quand même assez rapide, là. Ça va rembourser les médicaments en 3 à 5 jours ouvrables, là, habituellement. Puis, sinon, ben, c'est l'assurance privée. Puis, les assurances privées, ben, ça, c'est quand même assez variable. Il y a des assurances privées qui sont très faciles, très rapides, mais il y a d'autres assurances privées que c'est très compliqué, qui vont demander d'avoir mettons que quand nous, on les appelle à la pharmacie pour savoir si la demande de remboursement a été reçue, ils vont pas vouloir nous donner d'informations, ils vont vouloir donner l'information juste au patient. Puis même des fois, ils vont même pas accepter qu'un aidant naturel comme le fils du patient ou appelle pour avoir l'information. Alors, c'est ça. Ça, puis, mais à la pharmacie, ben, c'est ça, c'est la première façon que le pharmacien a d'aider. Alors, j'ai fait une dictée trouée pour aider à travailler votre mémoire puis à ce que tout le monde se souvienne des façons. Alors, le pharmacien aide à naviguer les problèmes liés à l'accès et au remboursement des traitements. Ensuite, on va voir c'est quoi la suite. Alors, ben, c'est ça. Comme j'ai dit, euh,
par le passé, je sais pas si ouais, on voit ma souris. Oui. Par le passé, si on simplifie un peu, la plupart des traitements étaient reçus seulement à l'hôpital. Puis là, maintenant, il y a plusieurs personnes d'impliquées. Alors, si on regarde un peu dans le portrait, comme qu'est-ce qui est impliqué, ben, l'hôpital est encore un endroit important où on va voir souvent les rendez-vous médicaux vont être là. On va avoir des infirmières, on va faire des prises de sang. Et les infirmières pivots en oncologie, qui sont une ressource super importante pour les patients qui ont le cancer. Je pense que ben, j'espère que tout le monde qui m'écoute est au courant puis savent c'est qui ou au moins s'ils ont un infirmière pivot. Euh, ensuite, il y a les coordonnateurs à l'accès aux médicaments à l'hôpital qui vont aider à remplir les demandes de remboursement pour les médecins. Puis, il y a des pharmaciens aussi qui vont faire un peu ce que je vais vous décrire comme travail que je fais, mais dans le contexte de l'hôpital, puis à leur façon. Euh, Ensuite, ben, j'ai mis le patient au milieu. Il y a les proches aidants qui sont super importants, avec qui je travaille beaucoup aussi, puis qu'on oublie souvent. Euh, Puis ensuite, ben, il y a la pharmacie de quartier que je pense qu'elle n'a pas besoin d'être présentée, là. Tout le monde sait de quoi je parle. Puis la pharmacie à laquelle je travaille, ben, là, moi, ce que je vais faire, c'est toute la journée, je vais euh, gérer ou prendre en charge des traitements du cancer pour aider les patients. Alors, ben, c'est ça. Au Québec, pour les soins de pharmacie, ben, au Québec, on est libre de choisir la pharmacie où on fait affaire. Euh, les pharmaciens, on est tous c'est sous le même code de déontologie et tout ça. Euh, alors, quand on sert un médicament, on est comme en charge de ce traitement-là. Euh, puis, les traitements du cancer, normalement, ils sont disponibles dans toutes les pharmacies au Québec. Il y a quand même quelques exceptions, puis des exceptions qui sont très importantes pour le traitement du myélome. Euh, Parce que dans le traitement du myélome, il y a beaucoup de traitements qui sont des dérivés de la thalidomide. Puis, la thalidomide, dans les années 50, ça a été donné à des femmes enceintes et des bébés qui sont nés avec des grosses malformations. Alors, il y a un danger pour le fœtus, pour un bébé à naître. Puis, pour que ça soit autorisé d'être mis en marché, ces médicaments-là, il a fallu que Santé Canada a demandé, dans le fond, aux compagnies de mettre en place des, euh, des programmes de prévention des grossesses. Puis, ces programmes-là, c'est pour s'assurer qu'il y ait jamais un autre enfant qui naisse avec les malformations qu'il y a eu avec la thalidomide. Puis, ça a permis, dans le fond, de remettre sur le marché ces médicaments-là. Mais en conséquence, ce que ça fait, c'est que les patients qui ont le myélome, mais tout le monde doit respecter des normes, finalement, pour y avoir accès, même qu'on soit un homme, une femme ménopausée, peu importe. Les niveaux de précaution sont différents, mais il y a des niveaux de précaution pour tout le monde qui le prend. Puis, les pharmacies doivent être accréditées aussi pour le faire. Au Québec, il y a plusieurs pharmacies qui sont accréditées. Euh, Puis, mais c'est assez complexe comme processus. Puis, c'est ça. Ça, c'est un peu comme l'exception euh, qui, qui finalement, dans le myélome, c'est très significatif, là, dans le fond. Ça, mais c'est ça. En gros, on a quand même le choix de la pharmacie où on fait affaire. On peut choisir. Puis c'est ça. Je m'élaborerai pas plus là-dessus. Euh, alors, ben c'est ça. Puis ça, je vais vous présenter un peu cette information-là à travers un cas fictif d'un patient. Alors, c'est Monsieur Marino, qui est un patient de 82 ans, qui a le myélome multiple, mais c'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs traitements, puis son dernier traitement a arrêté de fonctionner. Alors, il a reçu une prescription pour commencer un nouveau traitement à prendre par la bouche. Euh, Puis, c'est ça, l'avocat, quand j'avais fait la présentation pour la Fondation québécoise du cancer, m'avait dit que je pouvais pas parler de nom de médicaments dans les présentations, là. C'est un truc d'avocat, je sais pas trop pourquoi, je trouve ça bizarre que les pharmaciens, on n'ait pas le droit de parler de nom de médicaments, alors on va dire que c'est des médicaments fictifs, mais On c'est parle de favoris. Ouais, c'est ça.
C'est une combinaison de trois médicaments à prendre par la bouche, euh, puis que ça lui a été remis par son hématologue. Puis c'est un patient qu'on connaissait déjà parce qu'il avait déjà pris d'autres traitements du myélome auparavant. Alors, il connaissait déjà notre pharmacie. Alors, on a reçu par fax sa prescription. Alors là, moi, je reçois ça. Alors, qu'est-ce que je veux savoir quand j'ai ça? Bien, la première chose que je veux faire, c'est je vais aller collecter l'information. Euh, en ayant plus d'informations sur le patient, ce que ça va me permettre de faire, c'est de faire mon analyse, puis d'identifier s'il n'y aurait pas euh, d'autres problèmes de santé qui pourraient affecter le choix du traitement ou les traitements du support qu'on voudrait donner puis faire qu'il faudrait faire une intervention pour assurer la sécurité du patient. Cette information-là, je vais l'obtenir directement du patient en lui posant des questions sur ses antécédents, euh, puis ses habitudes. Est-ce que c'est fumeur, un fumeur, non-fumeur? Est-ce qu'il fait de l'exercice physique? Est-ce qu'il a un handicap physique, etc. Euh, je vais aller chercher l'information aussi sur le dossier de santé du Québec qui permet, dans le fond, à tous les professionnels de la santé qui sont inscrits de voir les résultats de laboratoire, de voir certains résultats d'imagerie, de voir les médicaments que le patient prend, puis ceux qu'il avait pris dans le passé. Alors, avec ça, je vais me faire une idée de c'est qui le patient que j'ai en avant de moi. Puis, aller voir. C'est ça, il va avoir l'information sur le patient, puis l'information sur l'histoire pharmacothérapeutique. Ça veut dire quel médicament il a pris, pour quelle raison, puis comment ça s'est passé quand il a pris, par exemple, ses anciens traitements du cancer du myélome. Alors, dans le cas de ce patient-là, ben, une fois que j'ai l'information, je vais faire l'analyse. Alors, je vais regarder, est-ce que le traitement est adéquat? Est-ce que les doses sont adéquates pour le cancer qu'on a, puis où on est rendu dans le traitement de ce cancer-là? Dans ce cas-là, euh, oui, les doses sont correctes, même que les doses de deux des médicaments, euh, la dexaméthasone et la cyclophosphamide, ont été ajustées à l'âge du patient. Euh, le remboursement, est-ce que c'est remboursé par le tiers payeur, qui est la RAMQ dans ce cas-là? Le remboursement n'est pas encore approuvé. Ensuite, on va aller voir, euh, selon les résultats de laboratoire, est-ce que la dose est correcte par rapport au fonctionnement des reins, au fonctionnement du foie? Est-ce qu'il y aurait d'autres problèmes de santé qui pourraient affecter? Est-ce que le patient a déjà fait des caillots, par exemple? Là, dans ce cas-là, son rein et son foie, c'est correct. Il n'y a pas d'interaction avec les autres médicaments. Euh, puis, pour les traitements de support, est-ce que tous les traitements de support pour le cancer sont en place? Puis, dans ce cas-là, ben, il n'y avait pas de traitement contre la nausée. Alors, les pharmaciens, maintenant, avec la loi 31, on peut prescrire différentes choses, dont les traitements contre la nausée pour les patients qui ont le cancer. Dans le myélome, en tout cas, les traitements que je sers, que les gens prennent à la maison, ils causent pas souvent, sauf exception, ils causent pas souvent la nausée, mais ouais, c'est ça, ça arrive qu'on peut avoir à s'en servir, mais dans d'autres cancers, c'est peut-être plus pratique. Puis là, dans ce cas-là, par contre, il n'y avait pas d'aspirine. Puis ce traitement-là, c'est un traitement qui augmente le risque de faire des caillots. Alors, on communique avec le médecin pour faire ajouter une aspirine pour éclaircir le sang puis prévenir ces caillots. Puis là, après ça, ben, on va s'assurer que les suivis adéquats sont en place pour le traitement. Alors, la deuxième façon que le pharmacien peut aider pour les traitements du cancer, c'est en prescrivant des traitements contre la nausée. Ensuite, on va voir c'est quoi pour la suite. Alors, ensuite, la prochaine étape, après qu'on ait fait l'analyse, puis tout ça, s'assurer que tout va bien se passer, on va prendre le temps de faire de l'enseignement avec le patient, lui expliquer son nouveau traitement. Ça, ben, nous, on le fait souvent au téléphone. Parfois, on le fait en personne quand les patients se déplacent, mais on va choisir un moment, on va appeler les gens, on va déterminer un bon moment pour qu'ils le fassent. Ils vont être installés à la maison, puis on va pouvoir prendre des notes. En général, ça prend environ 30 à 60 minutes.
pour vraiment faire le tour de la question puis des précautions qui entourent ces médicaments-là. On peut le faire aux patients, on peut le faire aux proches aidants. On va s'adapter aussi à la personne qu'on a devant nous, euh, selon l'information. On va toujours essayer de remettre un fait d'information qui vient d'une ressource spécialisée. Souvent, c'est des regroupements de pharmaciens d'hôpital qui développent ces documents-là, puis qui sont plus pratiques pour les patients que ce que les compagnies pharmaceutiques sont obligées de mettre dans un document ou qui vont formuler de la façon d'une compagnie. Alors, à travers ça, moi, ce que je veux que le patient sache, c'est euh, comment prendre le traitement, de quelle façon, si c'est par cycle, s'il y a des pauses, est-ce qu'il y a des moments dans la semaine, est-ce qu'il y a des meilleurs moments pour prendre certains médicaments dans la journée. Euh, Quel effet on va aller retrouver. Euh, alors, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur leur corps, comment ça va contrôler le myélome. Euh, Puis, quel effet indésirable on va avoir, comment les prévenir, quoi faire si ça se produit, puis dans quelles circonstances est-ce qu'il ne faut pas juste essayer de le gérer par nous-mêmes à la maison, mais il faut se rendre à l'urgence ou aller ou juste appeler notre médecin pour prendre un rendez-vous euh, dès que possible. Alors, puis on va remettre l'information adéquate pour le patient. Puis après ça, ben, après avoir fait tout ça, informer la personne, lui avoir remis le médicament, puis tout ça, ben, on va aller aussi communiquer avec les autres professionnels. Alors, parce que comme professionnel, c'est ça, finalement, c'est un travail d'équipe de traiter quelqu'un qui a le cancer. Puis, on va aller communiquer avec les infirmières pivots pour les aviser de la date que le traitement commence, parce que souvent, ça va être elles qui vont organiser les prises de sang au début du traitement, puis les prises de rendez-vous, là, s'assurer que les rendez-vous sont pris au bon moment. On va aviser les pharmaciens de quartier aussi pour qu'ils sachent puis qu'on soit coordonnés dans les traitements du sport, puis tout ça. Puis on va communiquer avec les hémato-oncologues pour, si besoin, si on a des ajustements, comme dans le cas que j'ai dit, pour ajouter l'aspirine pour prévenir les coyotes. Alors, ben c'est ça. C'est la troisième façon, ça leur arrive tout de suite, c'est de faire de l'enseignement sur les traitements. Puis ensuite, on va voir pour la suite. Alors, si on met ça sur une ligne de temps pour Monsieur Marino, qui commençait son nouveau traitement pour le myélome, alors lundi, il va voir son hémato-oncologue, puis il savait déjà que sa maladie avait progressé, puis il savait qu'il allait débuter un nouveau traitement, puis là, il reçoit la prescription, il reçoit les consignes de son médecin. Nous, à la pharmacie, on reçoit le fax. Alors, on va faire, mais les assistants techniques, quand ils vont recevoir la prescription, ils vont faire une préanalyse pour nous, voir que ça passe pas à l'assurance. Ils vont s'assurer que la RAMQ ait reçu une demande pour pas que ça passe pas, mais qu'on attende après rien. Euh, Là, moi, je vais faire une analyse du dossier, euh, voir les résultats de laboratoire, regarder l'histoire aussi, comme c'est un patient qu'on avait déjà, qu'est-ce qu'il a pris avant, puis tout ça. Ensuite de ça, ben, on va appeler le patient juste pour lui dire, Hey, c'est beau, on a reçu la prescription. Euh, on, on- on attend que ce soit approuvé par la RAMQ. Ça devrait prendre environ 3 jours, 3 à 5 jours ouvrables, le temps que c'est approuvé. Puis on se rappellera à ce moment-là pour s'en parler plus en détail. Ensuite de ça, le mardi, on regarde, c'est toujours pas approuvé. Le mercredi, on regarde, c'est toujours pas approuvé. Puis là, le jeudi, on fait le test, puis c'est approuvé. Alors là, les petits problèmes, on les avait déjà gérés au début. Comme ça, on a reçu les traitements du sport, ben, l'aspirine, puis tout ça. Comme ça, on est prêt pour commencer. Puis là, on prend le temps de faire l'enseignement avec le patient. On planifie, on communique avec les autres professionnels pour les aviser du début, etc. On envoie le médicament, puis le patient peut commencer le traitement le vendredi. Alors, c'est ça. Ça ressemble à ça, la démarche pour commencer un nouveau traitement. Puis ensuite de ça, ben, le rôle du pharmacien, il finit pas là. C'est pas juste on commence puis c'est tout. Au contraire, le rôle commence. Puis alors, il va y avoir différents moments où le pharmacien va faire son suivi. Euh,
Puis, le suivi est important pour plusieurs raisons. Mais c'est d'abord, on veut évaluer est-ce que le traitement est bien toléré, est-ce qu'il y a des effets indésirables qui se développent. Puis, alors ça, 7 jours après le début du traitement, ça va être un bon moment pour voir ça. Euh, Puis, pour les prendre en charge rapidement s'il y en a. Puis aussi, en même temps, on va aller vérifier est-ce que, est-ce que le patient a bien compris comment prendre le médicament. On va regarder la quantité qui lui reste, comment il est rendu, si ça correspond avec la façon qu'il doit le prendre pour être sûr que ça soit bien débuté et tout. Euh, puis, ça va nous permettre aussi d'évaluer tu sais, s'il y a un changement dans la condition du patient, puis aussi de surveiller les résultats de prise de sang, les résultats de laboratoire. Alors, ben, ça va être 7 jours après le début, à chaque mois, quand on va renouveler les cycles de médicaments, puis à la fin du traitement aussi, ben, là, il va y avoir ça va être un autre moment pour faire des suivis. Euh, alors, ben, c'est ça, c'est la quatrième façon que le pharmacien peut vous aider, c'est en prenant en charge la gestion des effets indésirables. Euh, Puis là, dans notre cas, on est rendu 7 jours après que le patient a débuté son traitement. Euh, 7 jours après le début, on appelle le patient, puis ça va quand même bien. Il y a un peu de fatigue avec son traitement, mais on se rend compte en lui demandant qu'il n'y a pas de prise de sang qui est planifiée. Euh, Alors, à ce moment-là, on va s'assurer de communiquer avec l'équipe médicale. Puis en attendant, mais on va dépanner le patient en lui envoyant une requête pour le centre de prélèvement. Puis, ça, c'est un autre des choses que les pharmaciens peuvent faire maintenant, c'est on peut prescrire des, euh, des prises de sang pour surveiller les résultats de laboratoire. Je dois avouer que dans le myélome, souvent, les médecins ont différents niveaux à quel point ils sont proches de leurs patients quand ils quand ils débutent des traitements du cancer. Les hémato-oncologues, je dois avouer qu'ils sont quand même très impliqués, là. Alors, souvent, dans ce cas-là, je pourrais aussi juste communiquer avec l'infirmière pivot puis me rendre compte qu'il y a eu un petit oubli ou quelque chose, puis le patient va être de retour dans le suivi habituel de l'hôpital. Mais ça reste qu'on va surveiller souvent les prises de sang, puis c'est des traitements qui durent longtemps, qui fonctionnent bien souvent, puis que les patients vont bien tolérer, puis qui vont prendre longtemps. Mais les effets indésirables hématologiques dans le sang, comme qu'on va voir aux résultats de laboratoire, ils restent fréquents. Alors, ça reste une grosse partie de la surveillance qu'on fait comme pharmacien. Puis, comme ça, on évite, dans le fond, qu'il y ait des complications. Puis, puis comme ça se passe bien pour les patients. Alors, mais dans le fond, en conclusion, mais moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, dans le fond, c'est ben, on avait plusieurs défis, là. Un des défis, c'était de repartir les rencontres de Montréal. Puis pour moi, un de mes défis personnels, ben, c'est que euh, si je vois l'impact que ça a pour les patients d'avoir un bon suivi de leurs médicaments par le pharmacien. Puis tu sais, je veux être sûr que les patients qui ont le myélome, ils sont au courant de comme, quoi s'attendre comme suivi de leur pharmacien. Tu sais, vous pouvez leur demander comment ils sont mes résultats de laboratoire. Puis vous pouvez leur parler si vous avez des effets indésirables, puis tout ça. Puis, tu sais, ça, peu importe la pharmacie où vous choisissez d'aller, mais c'est juste être sûr que, comme, moi, mon but, dans le fond, c'est que tous les patients au Québec aient des bons suivis de leurs médicaments, puis qu'ils soient bien pris en charge là-dedans. Alors, ben, c'est ça, c'est c'est ça. C'est des traitements c'est un travail d'équipe, là, de faire ça aussi. Puis, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous êtes près de nous, vous êtes accessible. On peut vous Oui, parler facilement. Ça, je ouais, trouve c'est que ça. c'est un beau plus. Mais Mhm. c'est ce qu'on n'est pas habitué, je pense. Mais hein. On est habitué dans la vie de tous les jours, en dehors du cancer, d'aller à la pharmacie chercher nos prescriptions,
Si c'est la première fois, bon, ils vont nous expliquer un peu, puis après ça, on retourne à la maison. Tu sais, c'est l'idée qu'on a d'une pharmacie. Là, dans le cadre du cancer, là, on se rend compte, c'est par la présentation de Julien que non, on peut aller là, tu sais, de l'avant puis poser des questions, puis ils ont le temps pour vous là, dans le fond. C'est ça. Tu sais, Je l'ai dans ce appris tard. contexte-là, puis Ouais. tu sais, il faut penser aussi que nos médecins, nos infirmières, parfois sont pas toujours accessibles au moment où est-ce qu'on a besoin. Puis quand on les voit, peut-être des fois c'est un 10 minutes, 15 minutes, puis là, tu sais, on est dans la rapidité, malheureusement, du cycle et du système. Donc, tu sais, d'avoir une ressource comme ça supplémentaire sur qui on peut compter, je pense que Mhm. c'est rassurant. Je pense que c'est complémentaire aussi, parce que quand on rencontre les mato-oncologues, en fait, c'est sûr qu'ils surveillent effectivement beaucoup les paramètres sanguins, les signes de cancer, toutes sortes de manifestations corollaires, là, mais ça va être orienté vers la maîtrise du cancer. Beaucoup, c'est la priorité Mhm. numéro un. Quand on parle à l'infirmière, ben, il y a d'autres considérations, il y a toute une logistique de suivi, il peut y avoir d'autres consultations avec des experts complémentaires, de temps en temps un suivi peut-être avec un thrombologue ou je sais pas, là, ça dépend. Donc, il y a d'autres choses. Mais le pharmacien, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Oui. On a des conversations extrêmement précises Oui. sur l'ensemble des médicaments que je prends, les effets secondaires possibles, ceux que je ressens, puis comment on peut amoindrir les effets secondaires. C'est une expertise sur les médicaments et les effets secondaires qui est vraiment, vraiment pointue. Mhm. Mhm. Puis, Oui, je pense que c'est bien expliqué. juste dans mon traitement d'induction avant l'autogreffe, euh, j'ai fait plein, 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 plein d'orgelets. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'était en pandémie. Donc, à l'hôpital, en fait, c'était secondaire parce que les orgelets, c'est pas une question de vie ou de mort. Mais moi, j'en avais tellement, là, c'était vraiment embêtant. Et c'est avec un pharmacien Wow. que j'ai pu comprendre que c'était possiblement un effet secondaire du bortézomib. Il y avait les chalazions, les orgelets, ça c'était comme un petit caractère, là, loin, 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 là, dans les effets secondaires du bortézomib, mais c'était ça. C'était ça. Ah ouais, c'est ça. Puis grâce aux pharmaciens, vraiment. Là. Oui, c'est très précieux. Moi, je Ouais. suis très contente de votre présentation, Julien, parce que je l'ai appris tard, à quel point le pharmacien peut nous accompagner. Puis, j'en reviens pas encore aux autres. De la surprise que j'ai eue, de dire, ah oui, là, je voyais une autre source, puis avec laquelle on peut parler longuement aussi, parce qu'ils sont pas, mais, ou ils sont doués pour nous montrer leur disponibilité, mais comme tu mentionnais, les médecins, infirmières sont très, très sollicités, occupés. Ils ont d'autres priorités. Puis il y a d'autres priorités. Alors là, je trouvais ça extraordinaire. Fait que je suis très contente que l'information puisse être Oui, oui. euh, communiquée. Ouais. Mais de ce que je comprends, c'est comme si quand le médecin va prescrire le médicament, il a probablement pas pensé au travers là, des questions de pédigree là, comme que vous faites. Vous investissez du temps beaucoup à poser les questions, bâtir le profil patient. C'est pas quelque chose d'emblée que le médecin ait fait. Là. Vous, c'est Mais, plus complet, là, c'est ça. mais je pense, tu sais, le médecin, il a sa, je pense qu'ils ont une démarche similaire, mais avec un objectif différent, OK. qui est vraiment de voir, ben c'est ça, comme vous l'avez expliqué, là, tu sais, de diagnostiquer, de voir ce serait quoi le meilleur traitement, puis tout ça. Alors que nous, c'est vraiment, tu sais, aussi, on va voir, est-ce que ce traitement-là, c'est le meilleur, tu sais, pour la situation, puis tout ça, de prendre en compte ça, mais aussi de s'assurer de vraiment voir la sécurité, là, parce que moi, ce que je fais, c'est que je prends un médicament qui va sauver la vie des gens, mais qui vient avec
avec tu sais, une longue liste d'effets indésirables, puis beaucoup de choses à surveiller. Puis à chaque fois, tu sais, j'y pense pas à chaque fois, mais en vrai, tu sais, ça reste euh, toujours tu sais, au risque. Si je le donne à la mauvaise personne, ben, ça peut être catastrophique. Puis, alors, à chaque fois, je pense toujours à la sécurité du patient, je pense toujours tu sais, Mm. à tout ça. Puis, je pense que cette vision-là, ben, c'est ça qui nous permet d'anticiper des problèmes. Tu sais, on est un peu la dernière personne qui va être là qui va être là avant que le patient prenne son traitement ou tu sais, alors on va toujours penser à ça, là, puis je pense que aussi, c'est ça, il y a plusieurs professionnels qui sont là, puis dans une optique d'être sûr que ça soit sécuritaire, tu sais, qu'il y ait pas d'erreur, que la qualité se rende, puis que ce soit vraiment les meilleurs soins qui sont donnés aux patients, mais chacun joue un rôle important, puis on se complète tous, là. Je pense que c'est génial aussi, là, vous avez présenté comme un calendrier d'une semaine, puis Mhm. ça va au-delà d'une semaine, là, le premier 7 jours, etc. Puis à chaque renouvellement, par exemple, de la lénaïdomide, le fait que vous ou vos collègues, là, vous appeliez proactivement les patients, ça aide énormément. Mhm. Parce que c'est comme, on peut sentir des malaises le mardi soir, puis là, le jeudi matin, on ne pense plus. Mais quand c'est le pharmacien spécialisé en oncologie qui téléphone, là, on s'arrête, puis on réfléchit vraiment. Oui, c'est vrai. Tel effet, telle sensation, tel malaise, ou etc. C'est le moment d'en parler. C'est le fait que vous appeliez d'une manière proactive, ça, c'est vraiment Mhm. génial. Ouais, c'est ça. Puis je pense pour les patients, tu sais, c'est pas automatique parce que tu sais, nous, on doit le faire. C'est c'est d'appeler les gens, mais comme ça le rend un peu comme automatique qui, que, d'éviter que ça passe à côté, là, parce que tu sais, la vie, il y a plein de choses qui se passent dans la vie, puis tout ça, puis de, d'aider ça. Puis finalement, que les gens, ils reçoivent leur traitement du cancer à la maison. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plein de gens, ben, soit autour de la table ou du monde qui nous écoute et qui vont nous écouter plus tard, qui reçoivent leur traitement depuis des années, puis qui prennent ça à la maison. Puis, alors, tu sais, si on peut les aider comme ça, tu sais, je pense que c'est important qu'il y ait cette aide-là. Oui, Ouais, comme je Mhm. disais, j'ai trouvé bien la ligne de temps, là, montrer un peu. oui. Ça permet de placer les attentes hein, pour les patients, savoir que, OK, la première semaine, même dans la charge de tests de laboratoire, je me demandais d'ailleurs si c'est une diapo ou alors de l'information qui est partagée à l'enseignement, parce que juste à la prescription du traitement par le médecin, est-ce que les patients sont aussi au courant de prescription de tests et puis de la fréquence des tests, là, mettons dans les 3 premiers mois, mettons avant la greffe, après la greffe. Je trouve ça aide à gérer même l'anxiété, là. Je sais pas, juste la gestion de la maladie. C'est que je trouve ça bien, là, comme information, de savoir qu'au bout de 7 jours, voici ce qui va se passer au bout d'un mois. Ça se peut que vous ayez tel test. Ça va pas être pour voir la réponse au traitement, mais plus pour tester ça et ça parce qu'on s'attend avec ce médicament à avoir tel ou tel effet secondaire. Et Mhm. que je trouve ça aussi bien là, en termes de gestion des attentes, que ce soit du patient et des proches aidants, de savoir que ça va être ça la charge Mhm. Mais aussi, de, avoir une idée, oui, avoir qu'est-ce qui une s'en idée de vient, qu'est-ce qui s'en à vient quelle maintenant, fréquence on va à avoir des quelle prises de sang à fréquence, faire. en Puis, plus des traitements, en mhm. plus des interventions et tout. Fait que je trouve Ouais, c'est ça. ça Et c'est bien de savoir que vous avez accès au dossier Santé Québec. Donc, vous voyez si les résultats sont arrivés ou pas arrivés. Puis, est-ce que les résultats montrent que on est sur le bon protocole de médicaments? Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est une réassurance pour le patient parce que ça montre comme que tous les professionnels de la santé c'est comme un maillage, ils sont tout entrelacés, puis il y a une logique. C'est très rassurant de savoir ça. Ouais. Si je peux faire du pouce, ce que Gisèle elle disait tantôt par rapport au fait, tu sais, on a un effet secondaire une journée, puis là, 3 jours a passé, puis là, hop, on se souvient plus, tu sais, qu'on avait eu vraiment ce malaise-là une journée, ou, tu sais. Euh, si je peux juste conseiller, voilà, c'est mon côté Myélome Canada qui va faire.
Mais à myelome.ca, vous pouvez trouver l'application Mon dossier myélome qui est disponible en français, mais en anglais aussi, Myeloma Monitor. Et c'est une appli qu'on peut installer sur une tablette, sur un téléphone, et ça vous permet de gérer vos effets secondaires. C'est comme un petit carnet, mais électronique, qu'on peut capturer autant les rendez-vous, les résultats sanguins et tout ça, mais surtout, je pense qu'il a été bâti pour capturer au jour le jour les effets secondaires parce que on voit le médecin juste, exemple, 7 jours après, 2 semaines après, on se souvient plus c'était à quel jour, à quel moment de la journée, à quelle heure, ça ressemblait à quoi. On a un rash, on a, tu sais, une poussée de petits boutons. On peut prendre la photo, tout ça rentre dans l'application. Puis quand on va au rendez-vous chez le médecin, ben là, on rouvre ça, puis on en discute à ce moment-là. Fait qu'on peut voir la fréquence aussi. Fait que je pense que c'est un bel outil à utiliser. Puis les gens à la maison qui sont un peu moins à l'aise avec l'électronique, à ce moment-là, ben, je vous conseille juste, tu sais, de noter, d'avoir un petit carnet papier à chaque jour, aussitôt que vous notez des effets indésirables, de les noter. Euh, Puis un pour justement amener ce carnet-là au médecin, puis en discuter ou chez le pharmacien. C'est ça, on peut trouver hein, sur YouTube l'information, le webinaire pour l'application Mon Myélome, Karine. Oui, mon dossier myélome, la navigation à travers ça. Il y a aussi sur myélome.ca où est-ce qu'on va pouvoir télécharger l'application. Au bas de cette page-là, vous allez voir, il y a un guide d'utilisation. Puis ça peut pas être plus détaillé que ça. Là, c'est image par image. Cliquez ici, faites ci, faites ça. Puis c'est très détaillé là, pour vrai. On peut pas s'en sortir puis ne pas comprendre après avoir vu ça. C'est vraiment des images. Donc, moi, je vous encourage à l'utiliser, euh, même quand vous êtes en rémission, de capturer des choses qui sont peut-être à des moments un peu plus distancés quand on est en rémission. Mais quand on retombe peut-être dans une rechute un peu plus tard, là où on se remet à capturer ces choses-là pour justement voir une évolution, puis aider nos professionnels de la santé, nos pharmaciens et tout ça, de pouvoir valider là, c'est quoi, là, tu sais. Puis surtout quand on a des photos, si c'est quelque chose qui est visuel, ouais, on a c'est très utilisé. pratique, là. Oui, c'est vrai, on a. Tu sais, si c'était là 3 jours, ben là, on l'a plus. Là. Tu sais, fait que c'est important, Ouais. je pense, de capturer tous ces petits moments-là. Ça vous aide à vous à gérer ces effets-là. Ouais, C'est ça. totalement confidentiel aussi. Oui, c'est confidentiel. Dans le fond, c'est pour ça, c'est sûr, c'est juste sur un appareil. Hein. Donc, si vous l'installez sur l'ordinateur de la maison, c'est peut-être pas l'idéal. Là. Tu sais, prenez quelque chose qui se transporte d'un ordinateur portable, par exemple, ou une tablette ou un cellulaire, mais c'est vraiment, Myelome Canada a aucune de ces données-là. C'est ancré dans votre appareil à vous, ces données-là. Donc, il n'y a pas de souci côté Ça, ça. c'est très important parce que s'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec des réseaux sociaux, Oui, il y c'est a ça. des Non, non. craintes. En C'est, fait, des cette données. application-là, elle est vraiment fermée. Si on la télécharge, ça devient notre carnet, comme si on avait un petit carnet papier. Même Myelome Canada a Exact. aucunement accès Ouais. à vos données de ce côté-là. Mais oui, puis comme ça, c'est aussi, mettons, moi je le vois, là, les patients, ben, pas tout le monde, là, mais il y a des patients qui oublient un peu comment ça s'était passé, leur traitement qu'ils avaient eu avant. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être un peu comme les humains, là, on oublie les choses plates, puis on se souvient du positif, là, mais puis c'est bien, là, mais c'est des fois qu'on leur demande, ah, c'est comment ça s'est passé. Tu sais, quand vous avez eu le même médicament, mais d'une autre façon à un autre moment, puis des fois, des fois ils s'en souviennent plus ou des choses comme ça. Fait que j'imagine que ça peut être un des bons côtés aussi là, de noter ça puis d'avoir l'information de côté. J'ai vu oui, et j'ai compris dans la présentation que les médicaments, les personnes qui ont le cancer, s'ajustent à la tranche d'âge d'une personne. Certains, il peut y avoir différents types d'ajustements. Là. C'est comme en myélome, il y a ça là, pour selon l'âge ou les autres problèmes de santé. Mettons la dexaméthasone, là, qui est des comprimés de cortisone, l'hormone du stress, puis qui est un peu comme une des pierres angulaires là, du traitement du myélome. Puis ça, pour les patients qui sont
âgés de 75 ans et plus ou ceux qui ont d'autres problèmes de santé, on va commencer avec une demi-dose. Puis, ou sinon, c'est selon le fonctionnement des reins, tu sais, souvent, OK. le myélome, des fois, les déchets du myélome, ça peut s'attaquer, ben, pas nécessairement s'attaquer aux reins, mais faire que les reins sont un peu bloqués puis qui filtrent moins, là, puis à la longue, ça peut endommager les reins, mais il y a certains des médicaments qui sont éliminés par les reins. Alors, faut voir ajuster la dose selon les reins. Aussi, les médicaments pour renforcer les os. Euh, puis ça, c'est ça, j'en ai pas parlé, Le mais c'est Zometa. un des. Ouais, c'est ça. Arésia Le Zometa. Puis, et Arédia. ouais, c'est ça. Puis les autres médicaments dans ces catégories-là, ben, c'est important aussi parce que ça peut être. Ces médicaments-là peuvent affecter les reins aussi, là. Alors, ça aussi, c'est d'autres ajustements qu'on va pouvoir changer la donnée, la façon qu'on les donne. Peut-être que ça va nous faire pencher vers un plus que l'autre. Puis, puis c'est ça. Puis aussi, des fois, aussi avec le foie, là, on peut vouloir ajuster selon le fonctionnement du foie des patients. Fait que c'est plein de trucs qu'on va réfléchir. Puis nous, tu sais, on a des guides d'administration. Alors, c'est des choses qu'on connaît parce qu'on travaille là-dedans, mais on va souvent aller les consulter aussi pour aller vérifier justement ces ajustements-là, puis tout ça. En fond, tout ça, vous le voyez avec comme les prises de sang, les trucs comme ça, Ouais, c'est ça, avec vous les voyez prises comme de sang. feedback. Aussi. On va, ouais, aussi, après ça, dépendamment des médicaments, il y a différentes façons qu'on va regarder les doses. Il y en a que dans les traitements du cancer, des fois, on va regarder avec le poids et la taille. Des fois, ça va être juste le poids. Des fois, ça va être d'autres critères comme, tu sais, il y a toutes sortes de façons d'ajuster ça. Puis dans le fond, c'est un peu comme, parce que ces traitements-là, quand on les essaye, on essaye de donner la meilleure dose possible aux patients. Puis souvent, la meilleure dose, c'est en traitement du cancer en général. On va essayer de donner, on va ajuster à la baisse, c'est souvent. Fait que, tu sais, des fois, au début, on va donner une dose, puis ça va pas être super bien toléré, mais parce qu'on veut pas comme donner une trop petite dose, puis partir avec une petite dose, puis rester là-dessus, puis manquer un effet du traitement. Et souvent, on va donner la dose la plus haute qu'on pense qu'elle va être probablement bien tolérée, puis on va ajuster à la baisse s'il faut. Fait que, tu sais, c'est pour ça, au début, faut pas se décourager non plus. Si on peut avoir plus d'effets indésirables au début, il y en a qui s'arrêtent juste pendant une période, ou sinon, après ça, on peut avoir à ajuster la dose du médicament. Puis, s'il faut l'ajuster, souvent, c'est pas grave, là. C'est correct pour l'efficacité du traitement aussi, même si on baisse les doses. Euh, puis, mais c'est ça, tu sais, quand on commence, on va essayer d'anticiper en regardant, tu sais, selon le fonctionnement des reins, selon ces choses-là, pour choisir la bonne dose pour commencer. Puis c'est ça. Puis on ajuste avec les traitements de soutien, mais j'imagine aussi que le corps vient que s'habituer au Mhm. nouveau traitement qui est administré. Ouais, c'est ça. Il y a pas tous les effets indésirables. Il y en a qui ils vont rester pareils dans le temps que la plupart, tu sais, je dirais les 2, 3 premiers mois, ça va être la période clé. Puis, il y en a d'autres que, au contraire, tu sais, comme la diarrhée, je pense qu'il y a comme deux sortes de diarrhée, on dirait, là, avec, tu sais, il y a une diarrhée qu'on peut avoir un peu pour une petite période, puis ça disparaît, mais il y en a une autre que c'est plus une diarrhée chronique qui apparaît avec le temps, mais ou mettons, les problèmes au niveau des prises de sang, les globules blancs qui baissent. C'est sûr qu'au début, on en a plus, mais après ça, on peut quand même en avoir à tout moment. Alors, on va continuer la surveillance. Ça peut être espacé, la surveillance. On peut faire des prises de sang aux 2 mois, des fois même aux 3 mois. Euh, j'ai vu toutes sortes de choses, même des patients que c'est encore plus espacé. Puis que c'est correct pour eux de fonctionner comme ça. Mais, ça peut quand même se produire. On doit toujours un peu garder une surveillance de ça. Puis c'est correct. Tu sais, ça fait pas mal d'avoir des globules blancs qui sont bas. Ça nous rend plus à risque d'avoir une infection. Ça, on doit réagir en conséquence puis prendre les précautions. Mais c'est ça. Mm. Est-ce que vous avez parlé d'une diarrhée chronique?
Ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, admettons, tu sais, il y a des traitements du cancer que on va plus avoir, tu sais, des grosses diarrhées où on va avoir comme 7 diarrhées par jour. OK. Puis on va être à risque de se déshydrater. Puis là, tu sais, si on ne prend pas ça en charge très rapidement, ça peut mal virer. Mais avec la lénaludomide, c'est moins ça. C'est plus comme une espèce de diarrhée qui se développe avec le temps, puis qui est très incommodante, là, puis vraiment comme plate pour la qualité de vie, mais qui se comporte pas de la même façon, je dirais, que d'autres OK. traitements, là. Mhm. Puis vous avez parlé d'un médicament tantôt qui était le cholestride, c'est bien ça? Ben, en fait, c'est cholestéramine OK. euh, ou, OK. ou Parfait. Holestir. Puis évidemment, ben, parlez-en à votre médecin puis Oui. à votre pharmacien pour voir si c'est adéquat pour vous, puis s'il y a des interactions avec vos autres médicaments aussi. Mhm. Euh, mais mais c'est quelque chose ouais, qu'on voit qui est de plus en plus utilisé puis qui aide beaucoup, qui peut aider beaucoup certaines personnes. Mm. OK, merci. Est-ce que je peux vous poser une question à propos du Revlimid? Ben oui, je vous écoute. Euh, L'oncologue, moi, m'a parlé que le Revlimid pouvait augmenter les risques de cancer du sein et de cancer du côlon. Mhm. Est-ce que vous avez des pourcentages? Avez-vous quelque chose pour nous orienter un petit peu plus à propos de ça? Ben oui, tu sais, c'est un risque qui existe, là. Puis quand on fait des études cliniques puis pour regarder les médicaments puis s'assurer tu sais, qu'ils fonctionnent avant qu'ils soient autorisés sur le marché, ils font des études où il y a beaucoup de monde qui participe à l'étude puis tout ça. Ils ont vu une petite hausse du risque d'avoir d'autres types de cancers qui se développent. Mhm. Euh, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est comme euh, sais, je pense que c'est quelque chose comme si on met 1 000 personnes dans une pièce qui prennent ce médicament-là, ben, il va en avoir un de plus qu'on va avoir causé un cancer à cause qui a pris le médicament. OK, Mais, tu donc, sais, mais de ces 1000 personnes-là, ben, tu sais, en donnant le médicament, ben, on va en avoir une pas mal plus grande gang que OK, vont encore avoir un contrôle de leur maladie à cause de ça, tu sais. OK. Alors, Donc, le l'avantage de... ratio, ouais, c'est ça, le ratio donc, risque-bénéfice, et penche vraiment, tu sais, ça fait que on on n'y pense pas vraiment quand que c'est le temps de prendre la décision de prendre ce médicament-là ou pas. OK. Mm. Parce que Puis, j'ai lu des études aussi qui disaient que le Revlimid, donc, il y a des gens maintenant qui l'arrêtent après 2 ans et demi, puis qu'il a atteint son plein potentiel. ouais, ça, c'est controversé, là. OK. Là, dans le fond, dans le fond, ouais, c'est ça, là, pour une mise en contexte, on parle du Revlimid après la greffe, là, en maintien après Oui, la oui, greffe. oui. Puis, ça, comme beaucoup des traitements du myélome, c'est un traitement qui est pas à durée fixe, qui est un traitement qu'on va comme continuer euh, tant que le myélome est contrôlé, puis que le traitement est bien toléré. OK. Euh, puis, il y a eu cette question-là, à savoir si après 2 ans, on l'arrête. C'est une question qui existe depuis longtemps. Euh, puis, ça reste toujours controversé. Il y a des gens qui, moi, dans ma pratique, je vois quand même beaucoup plus de, de traitements qui sont continués euh, comme sans arrêt, là, après plus que 2 ans. Mhm. Euh, mais il y a certains, dans le fond, on, on pourrait croire, où il y a des données qui pourraient indiquer que la majorité du bénéfice est dans les 2 premières années. Puis après ça, qu'on peut arrêter le traitement. Mais je pense que souvent, quand c'est fait, il y a aussi, c'est pas le seul facteur qui est en compte, là. Je pense que les hémato-oncologues ils prennent aussi en compte le fait que c'est peut-être pas très bien toléré pour ces gens. OK. OK. Oui, c'est ça, ça va être du cas par cas au Mhm. moment où est-ce que c'est plus bien toléré chez le patient. Mhm. C'est une discussion à avoir avec le médecin.
Puis, tu sais, je veux dire, le patient aussi, il a son mot à dire là-dedans. Fait que, tu sais, c'est une décision qui est prise en commune avec le médecin, Oui, voir si après 2 ans, on l'arrête ou si on le continue. OK. Il y a des gens pour qui ils vont décider de l'arrêter, mais en majorité, je pense que le standard fait qu'on le prolonge. Mhm. OK. C'est une discussion Ouais. Oui, patient-médecin. oui, je suis d'accord. Pas Merci par beaucoup. cas également. Ça dépend aussi si les gens atteignent une complete response ou bien une partial response. Mhm. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est sûr. Si on peut encore voir le myélome dans les prises de sang, euh, c'est moins rassurant d'enlever Exact. Oui. d'enlever le Ouais. couvercle de la marmite, là. Ouais. Mhm. Ouais. Oui, Exactement. Exactement. c'est une belle image. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, Vas-y, Gisèle, on est là pour ça. parler de la dexaméthasone Oui. comme d'une pierre angulaire. Combien de temps on peut prendre la dexaméthasone sans arrêter? C'est une bonne question. Oui, c'est ça que je la oh, oh. Ben, c'est ça, la dexaméthasone, on peut la prendre. Tu sais, je pense qu'en théorie, c'est comme ça pourrait être un traitement qui est continué, tu sais, tant qu'il fonctionne, puis qui est bien toléré. Souvent, le premier médicament qu'on va diminuer, la première, parce que la plupart En du temps, traitement de maintien? les gens vont. Ben, en maintien, souvent, on donne juste la lidomide. Ouais. Mais pour les traitements, les autres traitements du myélome, il y a presque toujours de la dexaméthasone. Puis, mais souvent, ça va être le premier qu'on va diminuer les doses. Puis, même des fois aussi, on peut l'arrêter. Mettons, dans certaines situations, on peut l'arrêter aussi. Euh, On l'arrêterait parce que il y a des effets secondaires. Parce qu'il y a des effets secondaires ou, admettons, pour des patients comme très âgés à qui on a donné un traitement, là, on ne veut pas le donner pendant trop longtemps euh, pour, parce que ça peut tu sais, un peu comme causer euh, de la faiblesse musculaire. Puis aussi, tu sais, puis, c'est l'hormone du stress là, si on en donne trop. Oui. Puis ça reste quand même des bonnes doses là, qu'on donne. C'est juste qu'on les regroupe juste en une journée dans la semaine. Oui. Alors comme ça, on n'empêche pas le corps de produire par lui-même son cortisol en le donnant juste une journée dans la semaine. Mais ça reste que, tu sais, si on calcule, tu sais, je pense que c'est quelque chose comme si on donne quelque chose comme, je sais plus si c'est 20 ou 200 fois la quantité de cortisone que le corps crée naturellement en une journée. Mhm. Euh, c'est sûr qu'on va avoir des effets indésirables avec ça. Est-ce que c'est comme le décadron, ça? Oui, OK. Oui, c'est le décadre. OK, OK. Ouais. Ça, il y a comme des fois. C'est non commercial. OK. Mais ça, les journées de mes traitements, puis je m'endormais pas avant 4-5 heures le matin, là. Vraiment que c'est. Mhm. oui, c'est ça. C'est le moment où on fait le plus de ménage. C'est ça. Mais pour quelle raison est-ce que la dose est si forte? Ben en fait, même avant qu'on développe, c'est avant qu'il y ait la lénalidomide ou ces autres, c'est un peu comme le premier traitement qu'on avait qui était bon là, pour le myélome, là, le dexaméthasone. Puis dans ce temps-là, il donnait euh, des high doses, ben, des hautes doses. Puis la haute dose, si je me trompe pas, c'est le 40 milligrammes. Si je me trompe pas, c'est 3 jours dans la semaine. Ouais. En induction, c'est ça qu'on faisait. Ouais, c'est ça. Puis ça, puis à un moment, en combinant ça avec la lénaludomide puis tout ça, ben là, on n'avait plus besoin de donner des grosses doses comme ça. Mais je pense que ça vient d'une époque où on n'avait pas grand-chose pour traiter le myélome. Fait qu'on utilisait ce qu'on avait, puis on y allait à fond. Puis là, maintenant, ben, on a quand même plein de molécules. On a trouvé aussi comment les combiner. C'est maintenant, les gens qui vont faire des traitements d'induction, souvent, ils vont
recevoir 3 ou même 4 médicaments combinés. Mhm. À HMR, ils font beaucoup ça. Puis, puis alors, on a des outils qu'on n'avait pas. C'est ça. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il aide le médicament à mieux fonctionner et réduit l'inflammation. C'est Ouais, ça? c'est ça. Mais en fait, Il ça. booste l'effet, puis il t'aide à le tolérer. Ah, Ouais, Fais les oui, deux. c'est vrai. Parce qu'on s'en sert comme traitement de la nausée là, aussi, là, la dexaméthasone. Admettons, pour les gens qui reçoivent de la chimiothérapie. Alors, souvent, mettons, tu sais, des fois, les gens, ils reçoivent des traitements des doses de chimio, mais les jours où certains autres médicaments qui peuvent un peu causer de la nausée, mais en même temps, c'est la même journée qu'ils reçoivent la dexaméthasone et que ça passe inaperçu. Tant mieux. C'est un peu un effet bénéfique qui est comme en extra. Puis, mais ce que ça fait, c'est que ça va vraiment comme faire favoriser la mort, comme l'apoptose, là, la mort des cellules cancéreuses du myélome. Ça va avoir un effet directement sur ces cellules-là pour les, euh, les faire qui meurent. Là, Mhm. puis, en le combinant avec les autres traitements, ben ça augmente l'effet de tous les autres traitements du myélome. Ça a toujours un effet bénéfique sur l'efficacité des autres traitements. Puis, puis aussi, c'est un vieux médicament qui coûte pas cher, qu'on Mhm. connaît bien, puis que... donc ça vaut la peine de s'endormir à 5 heures du matin. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout aussi, tu sais, dans le contexte d'un traitement d'induction où on sait que ça, il faut passer au travers, mais... puis aussi, il faut quand même en parler là, de ça, là, les effets indésirables que vous avez, même si parlez-en à votre médecin ou puis aussi tu sais, il peut avoir les gens réagissent différemment aussi là. Il y a personne qui réagit pareil à la dexamethasone. Alors faut en parler parce que c'est pas tout le monde qui va tolérer la même dose. Alors on peut s'ajuster aussi pour ça. Si vous me permettez, moi j'ai l'impression que quand je faisais un bon exercice, lorsque je le prenais, Mhm. je me fatiguais, j'arrivais à dormir mieux. Ah ouais, ouais. Ouais, ça doit aider. Ouais, ben oui, ça peut être une bonne idée, ouais. Ça crée de l'endorphine pour Mhm. faire de l'exercice, fait que Ouais. Ouais. ça s'équilibre un peu. Ouais, j'ai même entendu, il y a du monde qui le prenait au coucher. On Mhm. recommande de le prendre le matin au déjeuner, là, la dexaméthasone. Puis je pense que pour la majorité des gens, c'est mieux comme ça. Mais il y en a d'autres qui le prenaient au coucher, puis que pour eux, ça marchait. Comme si le temps que ça commençait à faire effet, On il, dort. il y avait quand même le temps de faire une nuit ou quelque chose comme ça. Il y a du monde, des fois, j'ai vu qu'ils divisaient la dose sur 2 jours. C'est toutes des choses à discuter avec son professeur, ses professionnels, là, son médecin, les pharmaciens, etc. Mais ça peut être des options pour aider à gérer ça. Fait que l'élévation de cortisol n'aide pas au traitement, c'est vraiment un effet collatéral, là. C'est vraiment quelque chose qui Le, arrive. ben, en fait, la dexaméthasone, ça va aider, ça va quand même aider ouais, pour le traitement. Puis mais puis avec ça, il va y avoir des effets indésirables, mais ça va vraiment aider pour rendre le traitement efficace, puis prévenir les réactions de perfusion aussi, là, quand on reçoit le daratumumab, par exemple. Mhm, mhm, mhm. Super. Ok. Mais ma question aussi, c'était beaucoup sur le long terme, parce que sur le long terme, il peut y avoir des effets systémiques, là, Mhm. Ouais, sur la tension artérielle, la régulation du glucose sanguin, ouais. Les, toutes les, sortes de petits paramètres ouais, comme sur ça. l'ostéoporose, sur Oui, la oui, force musculaire, exactement. Donc, les cataractes. tu fais beaucoup d'exercices, mais non, ça, c'est vraiment important. Puis je pense que tu mentionnais aussi, hein, que tu faisais de Oui, je fais l'exercice du sport. avant. Oui. Du sport. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et avec la cortisone, c'est doublement important, justement à cause de tous ces petits effets-là, Mhm. qui sont comme des effets comme si on avait des mauvaises habitudes de vie. Fait qu'il faut faire de l'activité physique comme pour un peu compenser. Mhm. Ouais, ça, c'est super important. Puis,
dépendamment aussi, c'est sûr, il faut prendre en considération les autres risques, tu sais, euh, avec, tu sais, dépendamment du traitement qu'on reçoit, tu sais, si nos plaquettes sont vraiment basses ou tu sais, si on vient juste d'avoir la greffe, mais en général, ça reste l'exercice physique adapté, c'est super bénéfique, là. Ils l'ont vu dans des études euh, sur, sur les traitements du cancer en général, là, mais les patients qui font de l'exercice physique, ils ont moins de fatigue, ils se portent mieux, ils vont mieux tolérer les traitements. Puis, ouais, c'est ultra important, là. Ouais. Ça gère l'anxiété. Ouais, c'est ça, ça a plein d'avantages Mhm. qui sont autres que juste. C'est le diabète aussi. Mhm. Mais non. Ouais. Tu sais, par rapport avec l'alcool, à quel point il faut vraiment, vraiment faire attention. Tu sais, ça a l'air, je sais que c'est jamais bon de prendre l'alcool avec des médicaments. Mais tu sais, comme des médicaments comme ça qui sont forts. Tu sais, mettons le médecin qui fait juste dire, essayer de pas en prendre plus que 2 consommations par soir. C'est quoi ben, par soir, ouais, je pense que c'est ça qu'il disait, là. Mais, Par jour, ouais. mais tu sais, mettons, dans le contexte d'une greffe, c'est des soins spécialisés, là, c'est tout ce qui entoure la greffe, là. Puis ça, tu sais, pour ça, je, je parlez-en à l'équipe médicale, tu sais, spécialisée là-bas de ça. Mais mettons, après la greffe, mettons pour un traitement d'entretien du myélome avec de la lénaludomide, pour, il n'y a pas d'interaction en tant que telle entre le médicament puis l'alcool. C'est sûr que l'alcool, c'est mieux d'en prendre de façon modérée. Mhm. Puis tu sais, ça peut, si nos plaquettes sont basses, on peut être plus à risque de saigner si on prend de l'alcool ou beaucoup d'alcool, ou on peut se déshydrater ou d'autres problèmes. Mais c'est en général pour. Ça fait C'est faut ouais, voir. ouais, comme ça, Mhm. Ben, c'est grave. Tu sais, mettons, c'est comme une soirée dans un mois, tu sais, je sais pas. On se dit, c'est parce que vraiment, les premières semaines, on était comme, mais là, tu devrais peut-être juste pas boire. C'est comme pas, là, tu sais. Fait que, à ben, quel point c'est super dangereux ou pas. ouais, ben, tu sais, la plupart du temps, il faut voir vraiment au cas par cas. Ouais. Mais Faut vous en parler. en général, ouais, la modération, c'est Ouais. quand même mieux. Ouais. Ouais. Puis c'est difficile pour moi de recommander. C'est ça, ouais. On n'est pas des gros buveurs, là, c'est vraiment juste parce que justement, Ouais, ouais, ben oui. on veut faire les bonnes choses. J'achète plus de sans alcool que je bois d'alcool. Mais c'est vrai On qu'on va le prix des Ouais. alcools. C'est que la tolérance dans l'estomac Ouais. aussi, hein, avec certains médicaments, des fois. Là. Si on parle de Attends, je l'ai pas eu. diabétisé, Ouais. Il y a de très bonnes bières sans alcool maintenant. Ouais, c'est ça, il y en a Oui. plein. oui, Bonne. et des mocktails. Mais, Oui, oui. mais des fois, tu veux l'alcool parce que ça te détend Ouais. aussi. Oui. Mais, C'est- Ah, puis des fois, parce que c'est carrément bon, un bon vin. Ben oui. mais sinon, est-ce qu'on vous a déjà parlé des autres substances autres que l'alcool? Ben, Tu sais, mettons comme le CBD, les trucs comme ça, pas nécessairement, mais tu sais, ouais, parce que ben, j'avais pardon, un beau-père qui prenait ça pour euh, ses problèmes de maux de dos, puis les trucs. Tu sais, c'est quelque chose que vous avez déjà. ben oui, tu sais, on a beaucoup de questions tu sais, sur le cannabis ou le CBD. Là, tu sais, beaucoup, quand il y a eu la légalisation, ça en a fait beaucoup demander, beaucoup poser des questions, mais aussi, tu sais, on en a tout le temps. Là, puis ça, tu sais, n'hésitez pas à en parler aux pharmaciens. Là, on peut vérifier les interactions si c'est compatible avec ce que vous prenez, puis vous conseiller là, par rapport à ça. Là. Ouais. Mais il y a des études, puis c'est ça, des études qui sont faites pour tu sais, essayer de voir s'il y a des bénéfices et tout ça. Donc, je pense sûrement que vous pouvez trouver des webinaires là, par rapport à ça, l'utilisation du cannabis en cancer. Là. Mhm. C'est sûr qu'il faut se renseigner, mais ultimement, c'est ça, de parler aux professionnels de la santé. Ben oui, c'est ça, on peut l'évaluer, voir, puis vous conseiller par La rapport à gestion ça. de la douleur, on pense à ça, hein, la gestion de la douleur et du stress. Donc, c'est vraiment une conversation à avoir, naturellement. Ouais. Mhm. Ouais, ouais. Puis aussi les produits naturels aussi, là, Ouais. parce que ça peut interagir, Oui, euh, mettons, tu sais, La mélatonine la mélatonine. pour dormir. Ben ça, tu sais, faudrait vérifier c'est quoi que vous prenez, mais probablement que c'est correct. Mais, mettons le thé vert, juste le thé vert, puis
le Velcade là, ou le bortézomib. Mm. Il y a une interaction avec ça qu'on préfère éviter de prendre ça pendant qu'on prend finalement nos traitements d'induction ou les traitements qui sont combinés avec un inhibiteur du protéasome, Mm. bortezomib ou Kyprolis, etc. Fait que, tu sais, c'est juste d'en parler aux professionnels de la santé, puis nous, on va poser la question, là, on va être proactif, puis on va demander est-ce que vous prenez des produits de santé naturels? Mais avant d'en prendre un nouveau, juste appelez votre pharmacien ou parlez-en à d'autres membres de votre équipe médicale, puis on pourra vérifier tu sais, si c'est compatible. Ouais. C'est d'apprendre à avoir le réflexe de poser des Oui, questions. oui, d'en parce parler. qu'on parle d'exercice, on parle de nutrition, puis souvent il y a une nutritionniste qui est assignée, dépendamment des hôpitaux naturellement, mais souvent dans l'équipe de soins, il y a des nutritionnistes à l'hôpital qui sont là pour vous aider, surtout en traitement, beaucoup de nausées, on adapte l'alimentation par rapport à ça, pour la supplémentation aussi. Là, on se dit, ah, ben, il faut que je sois en santé, je vais prendre des suppléments à la maison, des vitamines, des choses comme ça. On pense que, bon, c'est naturel, c'est bon pour la santé, tout ça, puis dans la majorité des cas, oui, sûrement. Mais dans votre cas, à vous, lorsqu'on est en traitement, ayez toujours le réflexe de poser la question, même si vous pensez que c'est bien. Posez la question, ça coûte rien de poser des questions. Puis ça évite d'avoir des mauvaises surprises, des interactions, tout ça. Puis nos professionnels sont là pour ça, puis sont très connaissants. S'ils n'ont pas les réponses, ils vont les chercher pour vous, les Ouais. réponses. Ouais, les produits naturels, c'est souvent ça, là. On les note, puis on va rechercher dessus, puis après ça, on peut aller trouver l'information dessus, puis vous rappeler, puis vous scanner. Euh, pour les probiotiques, est-ce qu'on vous en parle et comment vous, Euh, ben, vous avisez là-dessus? Parce qu'en fait, on n'a pas eu le bonheur de se parler parce que moi, le hasard a fait que c'est une autre pharmacie d'expertise Mhm. qui dessert mon quartier. Mhm. Donc, on s'en est pas parlé. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, mettons, tu sais, si vous voulez nous appeler à un moment où on pourrait s'en parler de vive voix, là, pas dans votre cas en particulier, mais tu sais, les probiotiques en général, il y a, il y a, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui, pour les traitements du cancer, ça les inquiète parce que finalement, c'est des bactéries là, qu'on ingère, puis qui vont être dans notre système digestif. Euh, mais tu sais, dépendamment de où est-ce qu'on est dans notre traitement du cancer et tout ça, je pense que on peut prendre ça en considération aussi parce que, puis aussi, ben, les probiotiques, ben, ils ont aussi été étudiés. Il y a quand même plusieurs études où ça a été étudié contre la diarrhée à cause de la chimiothérapie. Mhm. Alors, ça marche pas très bien là, pour comme efficacité là, pour prévenir la diarrhée ou tout ça. C'est pas super convaincant. Mais par contre, on voit pas qu'il y a plus d'infections ou qu'il y a des complications. Tu sais, on n'a pas d'inquiétude par rapport à la sécurité quand on regarde ces études-là dans ce type de cancer-là. Fait que ça, c'est la même chose, c'est d'en parler aux professionnels. Puis, tu sais, si vous voulez nous appeler aussi pour nous consulter là-dessus, ben, on pourra s'en parler, là. Peut-être juste demander de me parler à moi. Oui. Mais c'est par rapport à la gestion de la diarrhée qu'on pense aux probiotiques. Oui, et même de manière plus large, là, parce qu'en fait, ce sont des bactéries sélectionnées. Je m'excuse, j'ai une formation de nutritionniste, et en plus, j'ai travaillé pour Danone. Donc, ça m'intéresse. Alors, ce sont des bactéries sélectionnées et on espère qu'elles vont se rendre Mhm. vivantes dans les intestins, sinon c'est un peu inefficace. Le but, c'est qu'elles prennent de la place et que justement, elles limitent la place que des bactéries nocives pourraient prendre. Donc, c'est un petit jeu de flore intestinale, là, qu'une bonne flore saine prenne de la place, puis tasse du coude les bactéries qui sont moins intéressantes. Et donc,
C'est dans un but de résistance générale à long terme. C'est pas juste pour corriger Mhm. les épisodes de diarrhée. Il peut y avoir ça aussi, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Ben oui, je pense que. Puis, tu sais, ça. Tu sais, je pense qu'on a vraiment notre approche pharmacien qui est de voir Cas par cas. ouais, puis, Oui, puis aussi, tu sais, le problème qu'on veut régler, puis, puis tout ça. Puis on est très orienté vers les données probantes, puis tout ça, mais oui. aussi, tu sais, mais on pense aussi au côté, tu sais, si quand que j'ai des demandes, mettons, pour des patients aussi, euh, on va, si quelqu'un veut prendre quelque chose, puis pour cette personne-là, c'est important. Puis, tu sais, je comprends votre point de vue. Moi, de ma formation, faut que je me fie aux données probantes, puis tout ça. Oui, Euh, mais moi aussi, je vous rassure, ouais, là. oui. Je viens de l'Université de Montréal. Dans le sens, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, on va regarder la sécurité, on va analyser le Oui, cas, puis au cas par cas, on pourra faire des recommandations oui, aussi, là. oui. Mais, Mais je pense qu'on a besoin de recherche mhm. parce qu'en fait, on n'a pas assez de données encore. Non, c'est ça. C'est, ouais, Il y a des données chez les gens sains, il y a des données chez des gens qui ont des problèmes comme euh, le syndrome d'intestin irritable, des choses comme ça. Mais je pense que dans un contexte de cancer, il y a pas d'études encore. ouais, c'est ça. Il y en a un petit peu, tu sais, j'ai pu voir au moins des données quand ils ont essayé tu sais, dans certains contextes, là, pour traiter la diarrhée. Puis au moins, c'est rassurant, là, dans le sens, je vois ça, puis je vois qu'il y a pas Ça n'a pas amené d'inquiétude. plus d'épisodes d'infection. Ouais, c'est ça. Alors, c'est au cas par cas, là, c'est sûr, parce Oui, que le myélome, ça reste quand même un cancer du système immunitaire. oui, oui. Puis les traitements, ça implique quand même souvent de mettre le système immunitaire à terre. Alors, mais ça peut être discuté. Ça. Je pense que s'il y avait des études, moi, je serais comme elle. Le rabais. Merci. C'est- Je pense qu'on va clore pour ce soir. On a beaucoup pris de temps avec Julien. Merci beaucoup, Julien. Ben oui, ça fait C'est plaisir. bien. Merci pour vos D'apprécier la questions. période. La période de questions a été équivalente à la démonstration. Mais je pense que ça vaut la peine justement d'aller raffiner nos connaissances. Puis on sait de plus qu'on s'informe, moins on a le stress par rapport à ce qui s'en vient dans le futur. Donc, c'est important de s'informer. Mhm. Donc, merci beaucoup, Julien, d'être venu ce soir. On va te réinviter assurément pour d'autres présentations, puis d'autres questions rapidement. En éducation, toujours apprécié. Donc, je vais clore la session pour ce soir. Merci beaucoup de vous être joints en personne pour ceux qui étaient dans la salle et à la maison en Zoom. Et on se dit au revoir pour une prochaine séance. Merci beaucoup. Au revoir, Diane. Au revoir, Diane.